Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Transcendance de la captivité féminine dans Anissa captive de Fatia Boussetta. Fatia Boussetta retrace dans Anissa captive la vie d'un personnage féminin de la petite enfance à l'âge adulte. Avocate à Casablanca, l'auteur se dévoile en grande partie à travers son récit sous le nom d'Anissa. Au fil des pages, on remonte avec elle le chemin de sa vie, dont les étapes s'éclairent les unes après les autres. En écrivant ce roman, Fatia Boussetta instaure avec le lecteur ce que Philippe Lejeune appelle un pacte fantasmatique. Celle qui veut raconter sa psychanalyse trouve là un pacte qui convient aux dimensions psychologiques et sociales, constituant dans l'œuvre une possibilité d'approche, voire de compréhension, de la protagoniste et du cadre dans lequel elle se meut et se définit. Pour mieux comprendre ce roman qui se présente comme un témoignage récupéré à des fins qui semblent thérapeutiques, examinons brièvement le métatexte. La position du titre sur la page couverture est déjà signifiante. Le titre Anissa captive est enchâssé entre le nom de l'auteur et la désignation du genre roman. Anissa captive est située entre l'auteur réel et son double. Le titre annonce le contenu de l'histoire. Il s'agit bien du récit d'une jeune fille, nommée Anissa, et le lexème captivité renvoie inéluctablement à l'enfermement et à l'emprisonnement. La citation mise en exergue renforce l'orientation du texte. Cette citation, « Car la vie est un bien perdu quand on n'a pas vécu comme on l'aurait voulu », révèle l'itinéraire poignant d'une jeune fille marocaine. Et pour imprimer à ce cheminement particulier, marqué de déception d'une sensibilité féminine, plus de matérialité et plus de consistance, l'auteur tient à le peindre elle-même. Abdellatif Kinini souligne à cet effet que l'illustration à la couverture laisse voir une jeune fille, seule au milieu d'un espace aérien où toute fuite n'est que puérile. La symbolique de la cage est en harmonie avec la thématique du récit et cette main, dans ce ciel immaculé, est l'expression d'une virilité négative, d'un destin contraire qui vous empoigne pour juguler toute manœuvre au libre arbitraire. Certes, le nom de la protagoniste diffère de celui de l'auteur, mais toutes sortes d'indices suggèrent la parenté de Fatia Boussetta et de la protagoniste. Le premier se trouve dans le prologue qui dévoile le dire d'une personne en psychanalyse. La volonté de l'auteur-narratrice d'avancer dans les méandres d'un être en déroute en vue de capter l'identité d'Anissa, et aussi d'aider les autres à vaincre leur névrose est clairement annoncée. C'est pour tenter de cerner ce personnage, pour mettre à jour, pour traquer, pour démasquer, pour arrêter, pour emprisonner, pour rééduquer enfin tout ce caractère bizarroïde, que l'envie lancinante s'est installée en moi d'écrire ce livre. Page 8. À ce niveau, le désir de tout dire apparaît manifeste et l'écriture fonctionne ici comme un adjuvant pour la libération d'une captivité. Le deuxième indice figure sur le texte de la page de couverture arrière. La voix que l'auteur fait entendre est justement tirée du prologue, et laisse soupçonner qu'il y a identité entre sa vie et celle de la protagoniste. En tant que fille d'ambassadeur du Maroc dans différentes capitales, ayant connu le luxe et l'aisance, Fatia Boussetta a manifestement voulu raconter sous forme romanesque son histoire à travers celle d'Anissa. Elle s'identifie à ce personnage dont l'enfance dorée se gâche au fil des années, pour finir par un mariage malheureux qui tourne à la catastrophe. Ceci est l'histoire d'une jeune fille que j'ai connue, parfois aimée, parfois plainte, parfois haïe, au point de souhaiter sa mort. C'est l'histoire d'une petite fille appartenant au monde des riches, mais qui pouvait être dans certains cas plus pauvre que le plus gueux des gueux, et plus seule qu'une étoile déserte, perdue dans la galaxie, pp 8 à 9. On trouve aussi à l'intérieur même du roman un jeu de miroir suggérant une identification de l'auteur à la protagoniste, surtout quand cette dernière devient artiste et expose ses peintures ainsi que ses sculptures. À ce moment-là, Anissa se révèle comme étant non seulement la narratrice protagoniste du livre, mais aussi son auteur possible. D'ailleurs, un va-et-vient constant entre la biographie, histoire d'Anissa, et l'autobiographie, vie de l'auteur, permet à la romancière d'une part de raconter sa psychanalyse par le biais de l'écriture et d'autre part de s'auto-représenter dans son texte comme écrivain d'une expérience authentique. Ce passage de la psychanalyse à l'écriture offre la possibilité de mieux saisir l'appropriation du pouvoir du langage, par la reconquête du droit à la parole. Rappelons ce qu'André Bello a écrit au sujet de l'auto-présentation. Le roman qui met en scène un écrivain accomplit une réitération et même un dédoublement de l'auteur,
de l'écriture et d'une idée de la littérature. Anissa aborde sans crainte le récit de sa vie. Elle désire mieux se connaître, trouver le sens de son existence, élucider les ombres et analyser les contradictions d'une névrose obsessionnelle. Raconter sa vie réclame une attention exclusive à soi-même, pour surprendre les mouvements intérieurs de l'âme. C'est pour elle le moyen de se délivrer des angoisses et de recommencer à vivre avec elle-même. En fait, entre les points initial et terminal du roman, la finalité du texte ramène progressivement la protagoniste délirante vers une acceptation plus sereine de la réalité et précise le passage d'un équilibre à un autre. De sorte que, comme le soulignait Georg Lukács, le roman indique par le point où il débute et par celui où il s'arrête le segment de vie qui déterminait son problème et qu'il tient pour seul essentiel, ne montrant ce qui précède et ce qui suit qu'en perspective et par seule référence à ce problème. Il a tendance à déployer néanmoins toute sa totalité épique dans le déroulement de la vie pour lui essentielle. Si dans le prologue, les indices relevés nous situent de plain pied dans un espace de thérapie et de psychanalyse, l'épilogue, quant à lui, s'instaure comme un renoncement à la connaissance de soi et souligne la volonté de la narratrice et de la protagoniste d'inscrire le combat à une échelle plus élevée, celle où la lutte avec les autres pourrait être le sens possible de l'existence. Sa situation n'est plus seulement psychanalytique, c'est également une situation de prière et de résistance. La scène de séparation avec l'agonie psychologique est le point terminal, et au moment de cette rupture, les mots de la protagoniste font apparaître l'épilogue non plus comme une clôture du récit mais lui-même prologue d'un récit à venir, récit où la lutte sera plus mûre et plus conscience déclarée non au démon intérieur mais à l'indifférence hypocrite du social. Ainsi l'essence structurante de l'œuvre est bien la recherche de l'équilibre. Le retour au passé et l'évocation des souvenirs de l'enfance sous-tendent la progression de la protagoniste vers l'ultime liberté de son moi, qui met ainsi fin à un débalancement, à un mal de vivre. En effet, le sort d'Anissa se révèle dès le début du roman. Née dans une famille riche, gâtée par un père ambassadeur, très tôt elle va assumer la lourde responsabilité de devoir être à la hauteur des attentes de ses parents. En tant qu'aînée et unique fille de la famille, Anissa devait être parfaitement éduquée. Pour ce faire, elle fut soumise à des épreuves variées destinées à affiner encore plus sa formation. Mais elle refuse de grandir, s'accrochant à son enfance comme au dernier refuge d'une innocente liberté en réalité. Enchaînée à sa famille, à son lot de responsabilités, elle va traîner en elle une captivité intolérable telle une petite fille qui vivait la vie qu'on lui faisait vivre, page 13. À 5 ans, elle connaît son premier enfermement. Un bref séjour dans un pensionnat suisse pour enfants riches et des études à Paris, dans une institution religieuse, chez les dominicaines, sèmeront en elle les graines de la colère et le rejet total de ces prisons dorées. Elle considère l'internat comme une invention pratique des adultes, pour éliminer les enfants gênants. Page 62. L'envie de fuir le néant ou la ravaler l'indifférence égoïste et sclérosante de sa famille, et de trouver le bonheur ailleurs, la pousse vers un monde de rêverie. Livrée à elle-même, elle construit son propre univers en instaurant avec l'écriture une relation de découverte et d'évasion. Ainsi, le journal miroir constitue une ère transitionnelle permettant de briser le silence accablant qui l'entoure et de donner libre cours à ses fantasmes et à ses désirs. Par le biais de l'écriture, Anissa revient à ce paradis perdu de l'enfance et au fil des jours son journal intime témoigne de l'expression d'une sensibilité exacerbée, le parcours d'un oiseau blessé et traqué à tout moment, métaphore de la cage à la couverture. À partir des différents espaces qui ont douloureusement circonscrit son existence et du sentiment d'exclusion qui l'habite, la voix qui anime ses confidences lui renvoie constamment l'image d'un être angoissé, solitaire, anéanti et affaibli. Et c'est ainsi qu'à l'écho de l'internement de l'espace répond celui encore plus émouvant et plus tragique, l'exil intérieur. Consciente de ce double cloisonnement, Anissa se réfugie dans l'écriture pour harmoniser sa relation avec le réel et cesser d'être le réceptacle d'une vie sans bonheur. Elle tente en somme, selon la formule de Mallarmé, de céder l'initiative aux mots, pour renaître de sa solitude et pour retrouver sa paix intérieure. À ce niveau-là, le parallélisme avec les mots pour le dire de Marie Cardinal peut être opératoire dans le sens où le recours aux mots délivre et devient essentiel dans le devenir de l'être. Anissa n'avait pas 17 ans,
que déjà se préfigurait pour elle une vie de femme. Ses parents la poussent au mariage à cet âge où d'autres allaient encore à l'école, page 148. Elle ne choisit pas son mari, et ne peut exprimer librement ses opinions. La tradition impérieuse exige qu'elle écoute ses parents qui aiment son fiancé, un médecin de bonne famille. Toutefois, elle espère sans trop y croire faire un beau mariage, un mariage d'amour plein de rêves, page 151. Le mariage avec le docteur Saïd qu'elle ne supporte pas, qu'elle n'aime pas, a lieu et Anissa doit aller vivre avec lui à Sidi Ishaq, une ville qui lui donne l'impression de ne pas être au Maroc. Dans cette ville, les femmes ne portent pas de djellaba, mais des haïks, voiles blancs, et en général parlent tamazirt plutôt que l'arabe. Cependant, l'être écartelé, qui n'était rien avant, ne retirera rien non plus de cette union. Frustrée d'espoir et vivant entre deux vides, elle ne connaîtra qu'amertume et déception. Sa nouvelle existence se dessine dans la soumission et dans la résignation. Anissa commence sa vie conjugale par un pénible réveil, non pas avec le prince qui habitait son imaginaire, mais avec un homme qui ne soulève en elle aucune passion. La manière dont elle dormit près de lui cette nuit-là, lui parut comme une préfiguration de sa vie future, calme, sans amour, à côté de la plaque, page 223. Sa deuxième nuit de noces fut ratée. Son corps refusait de se soumettre, avec des hurlements dont elle crut qu'ils ameuteraient tout l'hôtel, page 224. De plus, son époux s'adonne à outrance à l'alcool. Cette amère réalité annonce le début d'une sorte de longue détention d'Anissa, dans l'univers chloroformant du docteur. Un homme froid, égoïste et excentrique, un ivrogne, un médecin désœuvré et morbide, atteint au plus profond de lui-même d'un incurable ennui, d'une angoisse qu'il ne surmonte pas. Saïd est aussi un cupide menteur, un mari infidèle et porte en lui tous les germes de la destruction. L'atmosphère de la maison où vivent deux êtres que le hasard a réunis, mais que tout sépare, s'avère lourdement monotone. Anissa est délaissée par le silence et vit une souffrance muette. Elle ne connaît pas de passion, et le docteur n'éprouve aucun amour pour elle. Il la délaisse souvent pour s'adonner à la boisson, en compagnie des infirmiers de son hôpital. Elle n'expérimente que l'abandon, voire le rejet, et se met à espérer qu'ils quitteront un jour cette ville où elle sent une sorte de voile opaque envelopper sa vie. Enfermée dans un mariage devenu stérile, elle se doit cependant de continuer à suivre sans protestation les ordres et les désirs de son époux. Cette position de dépendance à l'égard de son mari la tient immanquablement à la merci de l'humeur de ce dernier qui va jusqu'à la battre, la maltraiter ou la brutaliser. Stupéfaite, Anissa se tint la joue pendant plusieurs secondes et puis détourna le visage et resta là, prostrée, sa main toujours sur sa joue suppliciée, pensant « Il m'a giflé, il m'a giflé ». Page 240. Anissa qui voulait tant échapper à un contexte familial marqué par l'absence de communication réelle, désirant vivre un rêve d'amour dans les bras de son époux, ne quitte une prison que pour une autre. Elle se trouve sous le joug d'un mari faible et capricieux. Un mari qui l'oblige à demeurer silencieuse et pudique, et à se comporter conformément à l'idée qu'il se fait de son sexe. Il la veut docile, le laissant libre de faire ce que bon lui semble, sans l'entraver, page 237. Force est de souligner que l'autorité du docteur sur Anissa semble toute naturelle. Il est le maître absolu qui exige, qui ordonne et qui l'exclut de son univers de plaisir et de saoulerie. L'existence d'Anissa est principalement pensée par rapport à celle de Saïd, mais dans une optique de soumission et d'infériorité. Elle se complaît dans l'attente et se soumet dans une grande passivité qui s'expose en mille et une attitudes conscientes, refusant toujours de constater l'échec de son mariage qui allait grandissant. Page 275. Elle se retrouve enceinte un mois après son mariage et Saïd lui interdit de songer à un avortement. Elle n'avait même pas le courage de disposer de son corps, comme elle n'avait jamais eu le courage auparavant de disposer de sa vie. Elle était loin la tentative de suicide de ses 13 ans. Anissa était fermée à jamais, annihilée, captive, page 228. Il faut dire que la contrainte imposée par Saïd sur la liberté de pensée et de mouvement d'Anissa traduit non seulement un résultat de domination mais crée aussi les préconditions mentales de la continuation du mécanisme de la soumission. Ainsi, la soumission d'Anissa s'amorce-t-elle dans une totale inertie qui favorise encore plus l'isolement quasi-total de l'être féminin. Elle vit l'abstraction et la présence-absence dans l'univers claustrophique de Saïd.
La vie d'Anissa se réduit à un mortel ennui et au silence, un silence vide, pesant, qui montre l'incommunicabilité du couple et qui s'aggrave jour après jour tuant le temps et les êtres. Dans ce monde répétitivement monotone, sans passion amoureuse, où elle vit une grande inquiétude, Anissa commence à questionner sa résignation. Étouffée, anéantie, brimée dans son corps et dans son esprit, elle réalise qu'elle mène une vie d'ennuis angoissés. Ne pouvant plus continuer à supporter sans rien dire les frasques de son époux, sa seule issue demeure de s'en sortir, ou au moins de rendre sa captivité agréable. Mais à Marrakech, les conséquences des ivresses répétitives de son mari deviennent intolérables sur la vie du foyer. De toute façon, la souffrance était la même, Saïd n'étant pas homme à se mesurer, au vu de la patience des autres, il n'avait pas de limite, page 254. Elle se sent humiliée jusqu'à l'âme. Elle vit une nouvelle captivité, émotive cette fois, sortie du chaos initial, qui l'envahit à tel point qu'elle l'a conduit à accepter d'accompagner son époux à Paris où il compte se spécialiser en chirurgie osseuse. L'ébranlement de ce départ lui fait éprouver un tel effroi, qu'elle appréhende de se perdre dans cette ville où l'exil accentuerait sa captivité. Sachant qu'elle doit d'abord et surtout suivre comme d'habitude son mari et veiller à son bien-être, ce voyage demeure néanmoins à ses yeux son unique salut pour sortir de l'impasse dans laquelle elle est cantonnée et qui risque de l'anéantir. À Paris, Anissa prend lucidement conscience de sa tragédie féminine, de sa frustration et de son isolement. Elle découvre amèrement qu'elle s'était laissée marier à 19 ans sans protester, qu'elle s'était laissé faire un enfant à 20 ans sans plus s'insurger, bref que toute sa vie avait consisté à se laisser faire par les autres. Sa captivité lui paraissait éternelle, page 265. Elle constate que Saïd l'avait prise, pour l'enfermer avec lui dans une profonde solitude, dans des sentiments de culpabilité et d'impuissance, dans une vie froide et terne. Progressivement alors commence son éveil et un retour vers le monde des vivants, éveil rendu possible par la découverte de la sculpture. Cette forme d'expression la rendait heureuse car elle créait, elle libérait ses fantasmes et ses rêves d'enfance qui comportaient des princes et des princesses, des paysages irréels, diaphanes et légers, page 295. Aussi, avait-elle renoué avec son habitude enfantine de tenir un journal, qu'elle ne remplissait pas quotidiennement, mais auquel elle confiait ses pensées, les jours où elle se sentait étouffée. Page 296. L'élan de liberté qui envahit son corps et son esprit incarne un signe de révolte. Elle ne veut plus continuer à accepter et à subir les caprices de son mari en silence. Cet homme la brise dans leur rapport conflictuel, car Saïd, en toute connaissance de cause, la tait, la nie et la redécouvre. Quant à elle, c'est une victime sacrificielle, qui tente une insertion entre un ordre qui s'éteint exténué, et un ordre qui s'éveille, qui ne ressemble à rien sinon à la révolte lucide et sourde contre toute forme d'abus et de domination. Le refus violent de l'injustice qui pèse sur elle la convainc d'y mettre fin. Sa révolte se traduit à travers la manifestation de la colère. Je ne veux plus jamais d'une vie truquée décidée pour moi. Je ne veux plus jamais être captive. Je veux choisir moi-même mon bonheur. Page 362. De retour au Maroc, le temps du couple passe avec des absences et des retrouvailles qui oscillent le plus souvent vers la bagarre. L'abus et la domination de Saïd s'accentuent de manière extravagante. Ils témoignent d'un signe de dégradation qui affecte toute relation présente et future. Anissa est ébranlée. Elle pose un geste violent qui affirme et confirme sa révolte et son refus de se cantonner dans un rôle passif de femme discrète et effacée. C'est aussi sa mort qu'elle refuse et la continuité de son asservissement. Sa volonté de renaître, de vivre et de sortir de son agonie psychologique va s'affirmer de plus en plus. Son refus de la destruction lente et de la captivité singulière se manifeste d'abord par le rejet d'entrer en contact avec Saïd. Ensuite, transgressant l'interdit et entrant dans une transe qui exprime la rage, elle réclame à corps et à cri son divorce. Anissa, se frappant la tête contre les murs, s'arrachant les cheveux, tombant aux pieds de son père en le suppliant de la faire divorcer, sa mère pleurait. Page 284. L'impact du divorce agit comme un catalyseur déterminant dans le processus de réveil et de révolte d'Anissa. Il symbolise une force libératrice et un élément purificateur des salissures de sa vie. L'enchantement qui lui parvient de cette décision nimbe son être captif et tatoue sur elle les signes de son appartenance au monde.
Sa renaissance prélude à une reconstruction du moi. Et dans cette transformation que connaît Anissa, la peinture et le retour aux études se dessinent comme le lieu du commencement. Ils sont une béance vers le monde extérieur, vers la vie hors de la cage. Le travail dans une agence de publicité, malgré la réticence de ses parents, est aussi annonciateur de sa sortie du monde souterrain où la retenaient Saïd et sa famille. En un mot, elle se sentait revivre, page 345. La reprise de sa propre autonomie, n'est-elle pas dans sa juste valeur porteuse de bonheur et d'espoir? Jean Desjeux soutient qu'il a fallu à Anissa un mariage malheureux pour la faire redescendre sur la terre marocaine, et sans doute se rendre compte aussi qu'autour d'elle nombreuses sont les femmes qui militent depuis longtemps pour sortir de leur assujettissement. Par ailleurs, choisir de situer le récit dans un milieu qui se veut bourgeois revient à dire probablement que l'on ne devrait pas avoir d'illusions sur la condition féminine. Même dans un milieu censé être prédisposé au dialogue, la parole féminine n'est toujours que marginale. Fruit d'une éducation et d'une vie sociale particulière, le sort d'Anissa qui suffoque dans un mariage devenu intolérable et qui cherche à s'évader vers un monde sans limite, ne reflète qu'une réalité amère de la condition féminine universelle. Et comme le relève Kinini, Anissa n'est donc pas un cas isolé, mais un personnage qui a une cause, un personnage représentatif de la parole féminine étouffée et qui essaye de reconquérir sa place authentique dans la société. Si elle abandonne provisoirement l'arène du combat social, c'est seulement pour préparer les futures générations, ses enfants, à mieux gérer leur devenir. L'absurdité de la condition de femme imposée à Anissa la force à sacrifier la fleur de sa jeunesse, et à renoncer à ses rêves. Elle découvre à 27 ans que sa vie ne fut que négation absolue, une vie incomplète, inachevée et dérisoire, page 362. Et même si toute lutte féminine est vouée à l'échec dans une société où les mâles ont la prépondérance, elle ne désarme point. Elle est animée par cette volonté impérieuse de démasquer toute l'hypocrisie sociale. Son cri désespérant exacerbé par sa blessure vive remet en cause certaines pratiques familiales et sociales confirmant l'iniquité et l'injustice. Pourquoi? La société, ce monstre sacro-saint sans l'approbation duquel personne ne peut faire un pas, pour lequel je suis arrivée là où je suis, malheureuse, mariée avec un homme que je n'ai jamais aimé et surtout avec lequel je ne m'entends pas, et mes parents voient ça et ils ne font rien. Je suis toujours captive. Page 297. C'est justement pour comprendre les raisons de son échec qu'Anissa fait appel à la psychothérapie. Perçue comme outil fondamental capable de l'aider à éclairer le mystère de son moi, de son angoisse et de son rapport inadéquat au monde, la psychologie investit le récit. Elle donne une meilleure idée de l'organisation du texte, tente d'expliquer les malaises d'Anissa et précise les étapes nécessaires à sa guérison. Au cours des différentes séances avec la psychologue Madame Nouraoui, la problématique essentiellement soulevée demeure la relation démesurée de la protagoniste à la cellule familiale. La figure maternelle met en jeu un imaginaire complexe accentuant l'origine du malheur d'Anissa, qui est largement dû à un malentendu parental. Anissa focalise son récit sur ses rapports avec les parents et sur cette souffrance d'être incomprise, elle qui porte la culpabilité de la faute, celle d'être fille unie. L'évocation de l'enfance et de son mariage s'accompagne d'une grande rigueur dans la recherche de soi pour faire sortir la femme captive de l'impasse et découvrir les racines de son mal. Aussi l'acceptation de la protagoniste de sa situation psychanalytique révèle-t-elle l'explication ou la justification de son existence ultérieure, et rend-elle nécessaire chaque page du récit sa nécessité. Malheureusement, ces tentatives dans le sillage de la psychologie n'ont pas pu empêcher toutes les idées suicidaires qui germent dans la tête d'Anissa. Mais son évolution l'a rendue capable de se créer un univers ailleurs. La thérapie lui a procuré l'impression d'avoir fait une vidange de l'esprit, de s'être administré un déblayage intérieur formidable. Elle vomissait violemment sa vie, ses angoisses, ses terreurs de l'existence. Elle retraçait ses souffrances de petite fille trop aimée et solitaire. Elle décrivait ses gâteries, ses possessions, parallèlement à ce qu'elle nommait ses brimades de jeunes filles et de femmes mariées, page 341. Désormais elle a conscience de sa propre valeur, et la nouvelle image d'elle-même lui permet de déplacer sa quête de l'équilibre à l'extérieur de l'autopsychanalyse. Lorsqu'elle abandonne la psychologie pour une mystique divine et sociale,
son cheminement vers la révolte ne témoigne pas simplement de l'acceptation du monde réel et d'une forme de renaissance. Il témoigne aussi d'une libération. Mais de quelle libération? Malgré cela, par sa volonté, son courage et son attachement à la vie, Anissa a progressivement transcendé sa captivité en une certaine liberté. L'assurance rayonnante de jours lumineux, ensoleillés promet-elle à Anissa la renaissance d'une vie nouvelle? Les bruits de la mer se répercutant sous son regard lui rappellent sans cesse que pour vivre, elle a dû renoncer à l'amour et à ses rêves. Et surtout qu'elle doit continuer son combat pour assurer sa voix. Pénétrer dans l'univers de Fatia Bousseta, c'est retrouver les grands thèmes communs à toutes les écrivaines marocaines. C'est percer une sorte de brèche dans laquelle viennent s'accumuler violence du réel, aliénation et soumission, colère et révolte, rêve. Une béance où les mots ivres de liberté mène progressivement à une libération totale. Son roman se situe à cette croisée des chemins où se rencontrent et se reconnaissent toutes les femmes, livrées dans la soumission aux rigides valeurs sociales. Il révèle une nouvelle attitude de l'esprit féminin, une volonté de lucidité et d'accession aux complexités du réel où les rêves, l'évasion et la prise en charge de son destin entraînant la délivrance. Ce roman dévoile aussi le cheminement d'une mutation fonctionnelle, et s'investit d'un grand symbole transformationnel de la libération. Le cas précis d'Anissa fait pressentir à Fatia Bousseta l'être féminin comme le point de convergence et de contradiction d'une société, le lieu de la focalisation aveugle, mais paradoxalement, terriblement précisé, l'affaire d'un enchaînement émotif, émotionnel et physique, d'une captivité qui mène à une transformation réelle. Derrière cette captivité souffrante semble apparaître la confrontation souveraine avec l'être, la nomination de l'être soumis et la vision d'une libération possible qui suscite une création vitale. C'est l'éveil de la révolte, remis en circulation. D'autres, peut-être après elle, reprendront le flambeau de la lutte, cette lutte contre la mentalité archaïque de la société traditionnelle, contre les préjugés, contre l'intransigeance. D'autres sauront certainement comment se libérer des fantasmes de plusieurs siècles de phallocratie et de soumission de la femme, et surtout contre l'emprise morale de la société. Page 363. Il reste à dire que dans Anissa captive, la captivité est doublement saisie comme le lieu non-lieu où se fait le divorce entre ce que l'être féminin sait de sa vie conditionnée, et ce qu'il fait de cette connaissance dans la mouvance de sa vie. Elle est ainsi le lieu de la rupture par excellence, d'une trajectoire libératrice et libératoire. 2. Le support du réel dans Faites parler le cadavre de Farida Elani Mourad. Farida Elani Mourad fait partie des écrivaines marocaines contemporaines. Mais ses romans La fille aux pieds nus, 1985, Ma femme, Ce démon angélique, 1987, et Faites parler le cadavre, 1991, ne peuvent pas être lus uniquement du point de vue de leur sentimentalisme doucereux et même douteux, dont les qualifie Jean Desjeux. En fait, sa production romanesque constitue un véritable miroir de la société et permet une lecture de la réalité sociale marocaine. Notre étude a donc pour but de mettre en lumière ce qui apparaît, dans l'écriture de Farida Elani Mourad, comme une tentative de présentation du vécu réel non seulement et non pas tant comme une conséquence de conditions historiques ou politiques déterminées, mais bien comme le résultat logique et nécessaire de la mise en pratique de toute une vision du monde, de tout un type d'activités morales et sociales qui se sont affirmées dans la culture marocaine. Nous allons tenter une analyse qui met précisément en relief le thème de l'inscription du social dans son roman Faites parler le cadavre. Aussi, viserons-nous à montrer que la saisie du réel est au cœur des préoccupations de la romancière qui s'efforce d'assurer l'authenticité de son écrit. Le troisième roman de Farida Elani Mourad, Faites parler le cadavre, est une histoire singulière. Pareil titre laisse présager un ouvrage amusant, léger, de ton agréable. Or il n'en est rien. C'est un roman grave, engagé et moralisateur qui traite de la sorcellerie. L'écrivaine explique les raisons qui l'ont poussée à parler d'un sujet tabou, et par la même occasion à dépeindre certains aspects du drame et du danger de l'aventure humaine. Le journal L'Opinion faisait une enquête sur les sorciers, lorsqu'il reçut l'ordre de ne pas poursuivre cette enquête. L'ayant appris par des journalistes venus m'interviewer, je me jurai d'écrire ce roman sur cet épineux sujet, surtout quand ils mettent en garde contre l'évocation des sujets tabous, et la sorcellerie l'est.
En 20 jours, mon manuscrit est terminé. Il mettra 2 ans pour voir le jour car on vole les disquettes. Finalement, il sera traité en France pour la photocomposition et la mise en page. Sa sortie ne m'attire aucun ennui, et il est bien accueilli par les lecteurs étrangers. Signalons d'emblée qu'à l'instar des 3 autres romans, celui-ci dispose d'une préface et d'une note de l'écrivaine. Abbé Arakat, signataire de la préface, invite lecteurs et critiques à ne pas s'arrêter à une première évaluation superficielle afin de découvrir la pertinence et le sens de la démarche de Farida Elani Mourad. Son roman en lui-même n'est pas une banale histoire, il est d'abord un signal d'alarme lancé avec force et colère. Quelle est la famille marocaine qui peut prétendre que jamais, au moins un de ses membres n'a eu affaire à un FQIH, une chawafa ou autre charlatan? Faisant partie intégrante de notre vie sociale, le commerce du surnaturel, du paranormal, libre à chacun de le nommer comme il l'entend, prend une place importante dans le marché de la médecine au Maroc, qu'elle s'occupe du soma ou de la psyché. Il n'existe pas d'écart programmatique entre la préface et le texte, et c'est là un élément important, quand on sait que dans la société marocaine les bonnes intentions doctrinales de l'écrivaine se brisent contre les exigences d'un destinataire qui réclame, en premier lieu, le maintien des valeurs traditionnelles. L'auteur de la dite préface joint sa voix à celle de l'écrivaine pour affirmer qu'il faut se référer au vécu vraisemblable que n'importe qui puisse connaître, et que le roman s'inspire d'une réalité facilement cernable. Autrement dit, pour Abbé Arakat, Farida Elani Mourad n'est pas une vulgaire conteuse de vérité, une accapareuse de faits divers et d'histoires merveilleuses, mais bien plutôt une interprète de la société. En d'autres termes, elle fait sienne la réalité en la modelant et en la recréant selon son propre plaisir et idéologie spécifique. Confusément consciente de la puissance intrinsèque du roman comme texte populaire à large diffusion, et du fait que tout texte littéraire produit un effet idéologique d'identification, Farida Elani Mourad sent le besoin de s'adresser à ses lecteurs pour leur révéler avec force que son roman est une prise de position contre un mal qui ronge la société. C'est aussi une exhortation à un engagement commun pour combattre ce fléau. Je compte donc sur ce roman pour que plusieurs voix se fassent entendre. Des voix de raison. Il n'est pas de notre intérêt de faire semblant d'ignorer cette pratique. La sagesse exige plutôt que nous crions tous ensemble « Faites disparaître les sorciers qui sont un obstacle pour le progrès qui veut s'étendre et atteindre le moindre recoin. » Je vous laisse à présent découvrir comment peut parler un cadavre et comment, sans le vouloir, certains êtres deviennent des criminels et restent impunis. Page 15. Le fait qu'elle justifie amplement sa position, c'est-à-dire qu'elle dénonce la plupart des pratiques de sorcellerie, signifie que son projet d'écriture peut s'imposer seulement en opérant une comparaison entre actions réalistes et actions idéalistes à l'intérieur du texte. C'est elle-même qui nous met sur le bon chemin, quand elle affirme qu'elle ne reste pas indifférente à ce phénomène. S'engageant dans le combat, elle s'en fait écho et précise une certaine prise de position. Dans mon livre Je ne me pose guère en juge. Bourreau des sorciers, je voudrais l'être. Plus le temps passe, plus je m'étonne que les médecins ne se donnent pas la main pour combattre ce fléau destructeur que sont ces sorciers. Ces imposteurs faussent les calculs, les règles médicales et font avorter tous les efforts. pp 14 à 15. La raison de l'écriture est la ferme conviction de l'écrivaine qu'elle a le pouvoir de dénoncer qu'aucune couche de la société, aucune frange n'est directement ou indirectement épargnée par ce commerce dont les conséquences sont souvent catastrophiques, parfois mortelles. Il est ainsi mis en évidence que Farida Elani Mourad vise la reproduction artistique de la réalité document, et que dans ce cas, elle s'efforce de restituer une tranche de la vie dans sa totalité. En fait, elle est en faveur de la réalité concrète avec son cortège d'événements qui se transforment du particulier au général. Elle entend donc saisir ce qui l'entoure comme particularité englobant le tout, et présenter par le biais de l'écriture des actions qui peuvent être accomplies par qui que ce soit. Et le recours aux faits divers ne doit pas alors être interprété comme une exigence fondamentale, mais comme l'occasion pour redire le caractère exemplaire de l'événement romancé. Revenons au problème central de ce roman, la dénonciation de la sorcellerie. Tout d'abord, l'écrivaine raconte une histoire d'amour très linéaire qui occupe tout le récit, sans jamais s'abandonner à des exagérations, à des vulgarités, à des catastrophes ni à des faits pittoresques.
Justement, c'est à travers des péripéties romanesques que Farida Elani Mourad nous introduit dans la vie du docteur Iman Ziadi. Issu d'un milieu très défavorisé intellectuellement et socio-économiquement, doté d'une vive intelligence et d'un caractère obstiné, la protagoniste refuse sa destinée misérable et obscure. C'est que rejetant le mariage et son emprise sociétale qui considère que toute tête couverte est à l'abri d'une insolation, page 23, elle est déterminée à dépasser sa condition saisissant entre les mains son propre destin. La préoccupation majeure de réussir occasionne en elle une prise de conscience de ses limites réelles et engendre une force de caractère, une hardiesse d'opinion et de conduite caractéristique de sa volonté d'être en société. Ce faisant, elle exige de son professeur à l'université un traitement à son égard somme toute sévère, sans réserve, pour lui rappeler constamment ses origines et pour ne pas la dévier de son but. Je livre une course à la mort contre le temps chaque jour, chaque heure. Ce temps qui me fuit et que je ne regrette pas tant il est cruel, difficile pour moi. Je ne peux donc m'offrir le luxe de discuter robe, cinéma, discothèque. D'ailleurs, je ne connais rien de tout ceci. Je n'en ai ni les moyens, ni l'envie. Mon habilleur, c'est le fripier ou une voisine généreuse. Alors maître, le service que vous me rendriez, c'est de me donner une paire de claques quand vous me verrez rire, discuter avec ses camarades. Page 23. Les souvenirs d'enfance et de jeunesse de la protagoniste apparaissent comme la référence, comme le lieu de la lutte et du combat qui éclaire bien cette volonté inébranlable de mettre fin à une existence trop malheureuse. N'osant pas demander un centime à son père, un homme bon mais misérable, elle fait des travaux à domicile alors qu'elle suit ses études. Au plus fort de son drame, de sa frustration et de sa misère, elle est blessée, presque meurtrie, par la gravité de la méchanceté de sa mère. Celle-ci, cupide, sournoise et odieuse, cherche à la transformer en bonne à tout faire contre son propre gré. Sa cruauté et sa malveillance la poussent à placer sa fille dans une situation embarrassante. En vendant ses chaussures, elle veut l'enchaîner à ses pieds, l'empêchant de continuer à fréquenter l'école. Mais Iman, foi en arabe, s'obstine dans sa position, reste fidèle à elle-même et refuse que l'éducation ne soit réservée qu'aux autres et pas à une fille de charbonnier. Sa situation contraignante ne l'arrête pas, ne la bloque pas non plus, au contraire, elle devient une force motrice pour survivre à toutes les chutes et à toutes les humiliations possibles. Je me suis assise dans un coin pour pleurer à mon aise. Puis mon esprit buté reprit le dessus. Est-ce parce que je n'ai pas de chaussures, que je vais manquer mes examens ? Est-ce parce que je suis pauvre que je ne dois pas fréquenter l'école, et m'enterrer dans une maison inconnue et faire la bonne ? Est-ce parce que cette femme méchante est ma mère, que ses idées sont néfastes et qu'elle veut être autoritaire que je dois déposer les armes ? Des tas de pourquoi martelaient ma tête. J'ai ramassé mes livres et mes cahiers, et je me suis enfuie. J'ai pénétré dans ma classe les pieds nus, page 120. Réussissant ses études de médecine, elle forge sa gloire à force de poings, de sacrifices et de courage pour se hisser au-dessus de la mêlée. Les 2 années d'internat passèrent vite mais péniblement. Elle devint docteur sans que cela lui cause un quelconque plaisir. Elle fut affectée dans un grand hôpital à Casablanca. C'était le rêve qui se réalisait, le succès qui se tenait au pas de sa porte. Un succès qui ne lui tourna pas la tête. Rien ne la détournera du but qu'elle s'était fixé. Plus que jamais elle bataillera pour la cause qui trottait dans sa tête nuit et jour et depuis des années. pp 29 à 30. Chose importante, la fille du pauvre bougre au visage noirci de poussière page 23, est du genre qui même en devenant quelqu'un n'efface pas son passé, se remémore ce qu'il fut, ce qu'il est, dans quelle société il évolue page 34. Aussi, une fois qu'elle prête le serment d'Hippocrate, se transforme-t-elle en enquêteur et en procureur pour condamner la sorcellerie. En fait, ayant constaté que beaucoup d'hommes dont son père et de femmes sont victimes des prescriptions des charlatans, elle engage un combat sans limite pour éradiquer ces pratiques, du moins les circonscrire et atténuer au maximum leurs effets page 3, et pour prouver que les potions maléfiques de ses alliés de Satan sont mortelles et donc, arriver à faire condamner ces derniers comme des escrocs et des assassins. Elle attaque toutes les pratiques malsaines et dangereuses menant une guerre sans merci contre les sorciers qu'elle accuse d'être la source d'un mal systémique fortement ancré dans les mentalités, et qui atteint une grande partie de la population. Visiblement, ses paroles ne sont pas vides. Elle sait très bien ce qu'elle avance puisqu'elle vient d'un pauvre quartier de la ville de Casablanca,
un lieu où les saletés de la vie au lieu de se cacher s'exhibent en plein jour et sans la moindre pudeur. Les propos de sa sœur Fatima ne révèlent-ils pas que le recours à ces méthodes archaïques est radical et dépasse de loin tout progrès scientifique? Un homme tordu devient droit au bout d'une nuit. Les enfants aussi. Mon fils qui a 7 ans a commencé à sortir ses cornes. Il refusait d'aller au four, répondait grossièrement à mes remarques. Un matin, j'ai réagi. Je lui ai fait boire mon urine. Quelques cuillerées dans son verre de thé, ça passa inaperçu et donna un meilleur résultat que les coups, les injures. À présent, il est doux comme un agneau. Page 48. C'est ainsi qu'elle décide de ne jamais abandonner son idée, cherchant même à faire intégrer le progrès dans ces quartiers pauvres de la périphérie où des orgies avaient lieu chaque soir, et où la sorcellerie était un dérivatif, une nécessité absolue, une croyance, une consolation pour les marginaux. Page 43. Pleurant son père et tous ceux qui subissent un sort identique puisqu'elle croit que sa mère l'a tué sans éveiller le moindre soupçon, elle est décidée à lever le voile sur cette drogue aussi pernicieuse que l'opium. Le seul moyen pour obtenir des preuves, c'est de faire parler un des cadavres. Et si elle tient à en avoir un, c'est pour éviter que des crimes restent impunis. Mais évoluant dans un univers qui lui est presque entièrement hostile, son chemin sera parsemé d'embûches. Avec sa demande, elle soulève l'étonnement puis le malaise et la peur. Sans s'en rendre compte, les médecins agissent comme un sujet unique, créant petit à petit par des mots et des actes un discours commun, et composent une élite réactionnaire voire arriviste. Même lorsque leur discours se développe sous la forme d'attaques contre la protagoniste, les répliques ne sont possibles que grâce à l'ambiguïté des mots. Les médecins de sexe fort s'étonnaient chaque fois de son absence dans les soirées. Les femmes, quant à elles, sentirent une jalousie mêlée de haine en entendant leurs collègues évoquer la jeune fille. L'une d'elles jeta à vive voix : « Comment voulez-vous qu'elle fréquente notre groupe alors qu'elle n'a rien à se mettre sur le dos ? Je ne la vois qu'avec 2 pantalons, quelques jupes bon marché et sa robe marron. » Page 37. Et lorsqu'ils réagissent à la situation d'une façon complètement logique, ils donnent l'impression de ne pas vouloir saisir la portée du mal qui ronge toute la société ni même de considérer la gravité de son ampleur qui menace leur profession. Les médecins se plaignent du manque de clientèle, allant jusqu'à déplorer de ne pas être ébénistes, commerçants ou autre chose. Comment voulez-vous qu'ils aient des patients, alors que dans leur rue il y a des charlatans ? Oui, docteur, dit-elle avec fermeté. Les gens poussent la porte du sorcier pour des douleurs, des problèmes personnels, sentimentaux ou professionnels. Le sorcier vole le client du généraliste, du pédiatre, du psychiatre, du gynécologue, du sociologue, du sexologue et parfois de l'avocat. Page 42. En dessous de ces éléments, nous découvrons une autre strate dans la logique particulière des événements et dans la façon dont la protagoniste perçoit les choses. Ses collègues représentent une riche gamme de types, et chacun des membres du corps médical est singulier, mais à peine se rencontrent-ils entre eux qu'ils forment déjà une force pour contrecarrer son ambition et ses projets. Cependant, en dépit de toutes les différences, il y a toujours quelque chose de plus fort qui transcende leur singularité et les réunit en un sujet unique. C'est leur silence et le manque de coopération vis-à-vis des effets et des causes du phénomène. Ils se dressent comme des murs devant ceux qui veulent réussir, page 162, et changer les mentalités archaïques et rigides. Faites parler le cadavre s'inscrit dans la société et il contient notamment du social, plus ou moins du social, à différents niveaux d'existence ou seuil de perception, du petit monde au grand monde, depuis la vie de société jusqu'aux antagonismes de classe. L'écrivaine ne ménage pas ses critiques et ses attaques contre une élite et des bureaucrates qui ne s'inspirent pas de la réalité quotidienne, fuyant devant leurs responsabilités administratives. Elle attire l'attention sur le constat inquiétant relatif à la dégradation de la situation sociale et au développement de la sorcellerie qui exerce une attraction particulière sur une grande partie de la société. Elle précise aussi un rejet explicite de la tyrannie de l'homme sur la femme. Pour Farida Elani Mourad, le thème de la révolte féminine est l'occasion de présenter avec force la liberté de choix de l'individu et la condamnation de tout privilège dû à la naissance. Dans ce roman, Iman, la protagoniste, est l'exemple de ce courage et de cette volonté qui, même en se transformant en folle audace et dangereuse témérité, ne diminue en rien sa valeur. Mieux encore.
Elle la rehausse et la rend géniale. Page 14. C'est que ne supportant pas de vivre dans un milieu où l'obscurantisme domine, elle surprend et choque, allant jusqu'à s'attirer la malédiction de sa mère sans que cela la touche. Sans vouloir changer le monde, elle espère du moins susciter une prise de conscience, soucieuse d'intégrer le progrès et la lumière dans des têtes qui se détournent du bien et s'inclinent vers le mal. Si bien que, quand son ambition démesurée lui paraît décourageante, en ce qu'elle a provoqué de remous et de malaise et lui a procuré le sentiment que des puissances souveraines veulent la contrecarrer dans la poursuite de son but, elle tombe dans la démission totale. Sur son lit d'hôpital, elle souhaite même que la mort la délivre de ses souvenirs, ses gestes et ses actions qui la torturent au plus profond de son être. Mais les paroles d'un confrère, le docteur Hicham, la réconfortent en son courage et sa détermination comme une attitude de l'esprit, un goût conscient du risque et une noble mission toujours au-devant d'elle-même visant à ouvrir les yeux et les cœurs en vue d'éclairer les zones d'ombre dans une société qui sombre dans un silence absolu. Au contraire, Iman, vous êtes une honnête Marocaine. Vous avez œuvré pour le bien de notre population. Vous avez donné le coup d'envoi. Beaucoup se penchent sur ce problème dangereux et important. Seulement, ils ne sauront rien malgré leur réussite. Car le plus difficile, vous l'avez fait. Vous avez eu du courage pour le crier tout haut. Aucun de ceux qui voulaient vous faire trébucher n'a pu vous empêcher. Vous avez bien fait de choquer, piétiner, défier vos supérieurs et vos confrères. C'est vous qui aviez raison tandis que nous n'étions que de minables personnages puisque nous considérions notre tâche qui sauve des vies humaines, qui soulage des souffrants. Vous avez avec votre audace folle, comme vous le dites une fois, tiré du sommeil la conscience des hommes. Je vous en prie Iman, ne changez pas. Au contraire. Efforcez-vous de guérir le plus vite possible, car nous avons tous besoin de vous. Je me rappelle du jour où vous m'avouiez être la fille d'un charbonnier. Vous avez quitté le noir alors qu'il avait planté ses doigts dans votre vie, votre chair. Aujourd'hui, vous devez quitter ce lit pour sauver toute une société d'un noir plus dangereux que le vôtre. pp 204 à 205. Selon Michel Zerafa, l'art romanesque est celui qui repose le plus directement sur telle idée de l'homme à tel moment de l'histoire sociale, et qui traduit cette idée avec le plus de netteté et le plus de nuances. Cette optique s'apparente au récit fait parler le cadavre, un roman attachant, touchant, d'une sobriété et d'une efficacité désarmante qui séduit par une trame narrative émaillée de données réelles qui nous entraîne à sa manière au cœur de l'intrigue. En fait, l'écrivaine se reconnaît à elle-même le droit de décrire et d'écrire sans détour la réalité telle qu'elle est, la réalité la plus basse et la plus complexe. Cette conception entraîne pour elle le besoin de donner à son écriture tout son éclat et toute son efficacité, en la considérant comme une expression personnelle plutôt qu'une imitation factice. À vrai dire, Farida Euyani Mourad entend faire de son écriture une action pratique qui agit sur les émotions du public afin de susciter son intérêt sur la réalité qui l'entoure. Sa démarche apparaît comme une voix, libérée de toute contrainte sociétale qui dit et pense à la lumière de ses préoccupations essentielles. Ainsi, le recours au support du réel avec ses vérités chaudes et ses manifestations authentiques, permettent à l'écrivaine d'inscrire sa dénonciation sous la forme la plus directe. Ce qui confirme son courage et son refus de rester passive ou encore de regarder de loin, étrangère à tout phénomène destructeur dans son pays, mais s'imbrique étroitement avec les problèmes de la société marocaine. C'est que, considérant le silence comme l'affirmation justifiée de la négation des êtres, elle expose et discute les anomalies et les complexités signifiantes de la vie, évite le caractère insoutenable de l'indifférence et tente d'éclairer ce qui se produit pour lui trouver des solutions possibles et réalisables. 3. La mauvaise passe d'Aïcha Diouri, tourment d'une jeune écrivaine. Autant le dire d'entrée de jeu, parmi les écrivaines marocaines d'expression française, Aïcha Diouri représente un cas particulier. D'origine marocaine, elle est née à Dakar en 1973 où elle a fait ses études primaires et secondaires. Mais ce qui la distingue surtout, c'est qu'à 16 ans, encore jeune lycéenne en classe de première au collège du Sacré-Cœur, elle réalise son premier roman La mauvaise passe. Ce livre, le premier de la collection intitulée Fruits verts, est préfacé par Liliane Kestelout, professeure et critique littéraire à l'université Cheikh Anta Diop, de Dakar. C'est dire que ce livre a suscité un grand intérêt dans les milieux littéraires au Sénégal. Appelé à un certain retentissement,
La radio et la télévision l'ont même présentée. Dès lors, la question sur l'identité de cette jeune romancière semble déterminante et s'impose par elle-même. Est-elle une écrivaine marocaine ou sénégalaise ? Après que la préface de Kestelout ait salué son entrée en beauté dans le monde des lettres sénégalaises, des critiques versées dans la littérature féminine d'Afrique noire lui ont accordé un intérêt considérable, la désignant comme la Benjamine des romancières de ce continent. Ainsi, sensible au ton sévère qui se dégage de son écriture et aux interrogations qu'elle soulève dans l'espace romanesque de son écrit, eu égard au thème de la délinquance juvénile dans les grandes cités, Pierrette Herzberger Fofana considère La mauvaise passe comme un roman qui s'inscrit dans la lignée des œuvres de critique sociale que l'on retrouve chez nombre de femmes écrivains. De leur côté, Réverlé Ormereau et Jean-Marie Vollet s'accordent pour dire que le cri d'alarme lancé par la narratrice donne à son ouvrage une portée qui dépasse de beaucoup la singularité d'une jeune lycéenne. Il exprime l'insatisfaction de toute une génération qui voudrait voir celle qui la précède prendre ses responsabilités. Et c'est pour donner la parole à cette jeune écrivaine qui a provoqué la curiosité des jeunes Sénégalais et des médias que la revue Amina est allée à sa rencontre. L'interview réalisée par Simon Kiba apporte des éléments importants de réponse sur la pratique de sa création, ses intérêts personnels, les conditions de réalisation de sa première tentative dans le domaine de l'écriture ainsi que son appartenance à deux pays du fait qu'elle est sénégalaise mais d'origine marocaine. Au Maroc, Aïcha Diori était inconnue des intellectuels et des universitaires. Ce n'est qu'avec la publication du bulletin de liaison numéro 4 et 5 en 2001, réservé aux écritures féminines au Maroc, de la Coordination des chercheurs sur les littératures maghrébines et comparées, CCLMC, que l'on découvre la présence de cette écrivaine. Ceci grâce à l'apport de Samira Douider qui a réalisé une liste bibliographique des écrits féminins dans ce pays. Or, il convient de mentionner que dans la dite liste le prénom indiqué est complètement erroné. La mention de Farida au lieu d'Aïcha entraîne l'attribution de ce roman à une autre écrivaine marocaine qui porte le même patronyme. Force est de préciser que ce travail méritoire de Douider a été exploité à outrance par plusieurs critiques et chercheurs qui se sont intéressés à ce phénomène d'écriture dans la littérature marocaine d'expression française. La reprise a été faite telle quelle, comportant les mêmes erreurs. À titre d'exemple, cette erreur flagrante figure dans l'ouvrage récent de Rachida Saïk Bousta intitulé Romancière marocaine, épreuve d'écriture. Aussi, dans son introduction, inscrivant des liens de la création littéraire de son corpus féminin avec les réalisations des pionnières, indique-t-elle le nom de cette écrivaine avec la même... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.